Merci, c'était très, très riche, très intéressant. J'avais, avant de lancer les questions, sans doute qu'il y a de nombreuses questions dans la salle, je voulais lancer un peu ces questions avec une interrogation. Est-ce qu'on est sur quelque chose de... ce manque de reconnaissance du méopa, d'utilisation du méopa, est-ce que c'est quelque chose qui est culturel? Est-ce que dans d'autres pays, on n'a pas du tout la même approche? Ou est-ce que non, on est juste sur des dimensions qui sont liées à un manque de formation et de sensibilisation des prescripteurs, voire même des difficultés en termes d'éthique professionnelle? Oui, je disais, est-ce qu'on est sur une approche qui est culturelle par rapport au manque, au défaut d'utilisation du méopa? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est lié à nos pratiques en France? Ou est-ce qu'en Europe, dans Non, les mais autres non, pays, tout à l'heure, je vous ai montré que dans les pays anglo-saxons, enfin, style Angleterre, voilà, Australie, non, ça, c'est comme en France, il n'y a pas de problème. Donc, on n'a pas de grande différence culturelle, je crois, entre ces pays. C'est encore une fois un problème de motivation, de connaissance, de méconnaissance. Bah, Marguerite, tu en as parlé. Mais finalement, les peurs, nous, c'est nous, parce que nous, on est confrontés au CNRD et à truc. Mais c'est pas souvent ces peurs-là qui sont au premier plan. On ne sait pas, et quand on ne sait pas, bah, voilà, on a peur. juste avant de vous passer le micro, il y a quelque part une interrogation aussi, parce que les jeunes ont connaissance de ces produits, du protoxyde d'azote, sans aucune difficulté, on peut en acheter, et nous, dans les soins, on a des freins. Donc il y a une espèce de... C'est assez paradoxal finalement. Je pense qu'on peut retrouver ça aussi pour la morphine. Il y a eu, pour les opioïdes forts, il y a eu tout un travail de démocratisation et de dire que ça n'était pas réservé à l'usage stupéfiant ou récréatif. Et ça a été, j'imagine que c'est le parallèle il y a quelques années pour les opioïdes forts. C'est un peu la même chose ici, si ce n'est que l'usage récréatif par accès facile au siphon de Chantilly, il est relativement récent parce que les ventes, enfin je pense que c'est les ventes sur Internet qui ont permis d'acheter en grosse quantité et que ça, quand on allait dans les magasins spécialisés de cuisine, on ne pouvait pas récupérer X bonbonnes en même temps. Donc il y a eu un accès en fait qui est rendu facile, mais la différence entre la recherche récréative chez les jeunes et l'usage en soignant à l'hôpital, c'est un peu à rapprocher des différences d'utilisation entre... Il faut qu'on convainque les soignants, les médecins prescripteurs et les soignants à donner de la morphine aux patients, alors qu'il y en a qui vont se l'acheter facilement pour eux-mêmes. C'est l'usage récréatif qui fait la différence. Oui, donc je voulais rajouter aussi, ce que je n'ai pas mis dans le diaporama, on a des études récentes de pharmacovigilance par l'équipe de Nantes, qui a montré chez des enfants adolescents drépanocytaires, des patients drépanocytaires, donc qui ont régulièrement accès au protoxyde d'azote pour leurs crises, qui sont des crises hyperalgiques. Et, bien, et souvent dans les équipes, ils se posent des questions. Oh là là, il n'arrête pas de demander son proto, il est addict, etc. Bon, ça on va voir on peut tout à fait en gérer, en parler au sein des équipes. Mais quand ils ont fait cette enquête, ils ont contacté tous ces enfants, tous ces patients. Eh bien, ils n'utilisaient pas le protoxyde d'azote en dehors, puisque maintenant on peut l'utiliser comme on l'a vu avec les cartouches. Ils ne l'utilisaient pas ni à visée récréative et encore moins à visée avec un usage addictif. Il y a des questions dans la salle? Oui. Il y a des micros qui circulent Oui. Oui, bonsoir. Juste pour antagoniser un petit peu les chiffres qui sont donnés, dans mon hôpital, il y a une quarantaine de services et je pense qu'il y en a moins de 5, pas de méopa. La bouteille, elle est disponible dans tous les services, même si dans certains services, elle est écoulée en 3-4 ans, enfin, 5 ans au maximum, puisque ça périme au bout de 5 ans. Ça, c'était un petit témoignage. Et ma question, elle s'intéresse plus au docteur Hussel. Parmi les soignants, c'est à propos du tuyau d'évacuation des gaz et tout ça.
Parmi les soignants, il y a deux petites catégories. Il y a une catégorie, on va dire, qui applique le principe de précaution et on se retrouve avec des cas extrêmes comme au CHU de Nantes dans le service des Grands Brûlés ou à la suite de dosage de proto, on s'aperçoit qu'il y a des taux énormes et donc les soignants ont exercé leur droit de retrait et ont ont refusé d'utiliser le Méopa chez leurs patients. Ça, c'est une population extrême. Et puis l'autre population extrême, c'est les soignants, comme on en connaît tous, qui sont un peu des super-héros. On a toujours tenu comme ça. C'est toxique, mais ouais, mais on n'a jamais rien eu, etc. Et donc, c'est cette deuxième catégorie de patients qui va balancer le tuyau une fois qu'on l'a mis, qui va dire aux collègues, c'est pas la peine de l'utiliser parce que vous allez être ridicule de prendre ces précautions. Et donc, je pense que vous allez avoir la même problématique que moi et j'aimerais bien échanger avec vous sur les problématiques pour convaincre cette deuxième population de super-héros de laisser les autres se protéger. Pour moi, c'est vraiment la formation, la communication et la sensibilisation qui répond aux deux questions, enfin aux deux types de populations. Effectivement, il y a des soignants super-héros qui ne veulent pas finalement entendre les risques potentiels qu'il y aurait et qui ne veulent pas forcément prendre les mesures de précaution qu'on leur donne. Si on ne les informe pas, ils ne peuvent pas savoir. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important que Daniel, depuis un certain nombre d'années, présente ces risques-là sans les nier complètement, mais en le remettant à leur juste place, en proposant des moyens de précaution qui limitent les risques au maximum. Voilà, la revue qui montre les effets indésirables sévères ou graves, elle ne montre pas qu'il y a zéro risque. Ça ne survient pas jamais, ça survient dans 0,11% des cas. Donc ça veut dire qu'il y en a, mais on a aussi des moyens qui permettent de supprimer ou de réduire ces risques. Si les soignants ne connaissent pas et n'ont pas accès à l'information qui leur présente les risques pour eux-mêmes, pour leurs proches soignants, pour l'environnement, etc., ils ne peuvent pas le deviner. Et effectivement, à ce moment-là, cette catégorie de super-héros ne va pas forcément aller rechercher cette information sur les risques qu'ils prennent. Et donc, c'est à nous... au CLUD, dans les services d'équipe mobile douleur, grâce au CNRD, d'aller leur fournir l'information sans que ceux-là ne viennent la chercher, parce que c'est une catégorie de patients qui ne viendra pas chercher cette information, à mon sens. Oui, Frédéric. Oui, je voulais simplement rappeler que tu viens d'évoquer à nouveau les risques qui sont liés potentiellement à l'utilisation du MEPA, mais en face, il y a des bénéfices aussi à attendre. C'est-à-dire que comme tout médicament, on doit étudier une balance bénéfice-risque. Et donc, il est bon de rappeler aussi qu'en face, il y a des patients qui sont douloureux et qu'il faut être capable de proposer quelque chose aussi à ces patients. Et donc, effectivement, l'approche éthique et la réflexion qu'on doit avoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour diminuer au maximum les risques réels ou potentiels, avec des moyens qui sont assez bien décrits finalement dans l'article dont tu parlais, l'article de l'INRS, qui propose toute une série de mesures qu'on peut mettre en œuvre et que tu as rappelé lors de ton intervention. Mais en face, il faut bien être capable de ne pas nier non plus les situations de douleur, parce que c'est trop facile. Je veux dire, on le fait pour tout autre médicament, cette évaluation de la balance bénéfice-risque. Au passage, je vais être un peu provocateur, mais si vous regardez la RCP d'un médicament d'une spécialité de paracétamol, je pourrais vous donner le document. Vous avez au niveau fertilité, risque sur la fertilité qui n'est pas mesurable, mais qui est dans la RCP de cette spécialité de paracétamol. Qui parle à propos de cette spécialité très très connue et diffusée dans tous les foyers? Qui parle du risque de fertilité? Voilà. Donc là encore, je crois qu'il faut avoir une attitude raisonnable, et raisonnée, c'est-à-dire être capable de reconnaître, d'évaluer les situations douloureuses, les situations de soins douloureux, de ne pas les mettre sous le tapis,
et effectivement de développer au sein des services, par la formation, comme tu le disais, par la démonstration aussi, cette technique de façon à ce qu'on en limite évidemment les potentiels effets délétères, si tant est qu'ils soient avérés. Voilà, une réflexion personnelle. Moi, je vais faire une remarque, à savoir que oui, il y a un manque probablement d'informations pour pouvoir, je dirais, utiliser le MEOPA, quel que soit le dispositif utilisé. D'une part, certes, au niveau des personnes qui l'administrent, on va dire les soignants non médicaux, mais donc je reviens aussi sur le manque de connaissances peut-être. Vous me reprendrez sur les formations médicales par rapport à ce médecin, par rapport au médecin, pour pouvoir le prescrire en toute conscience. Donc il y a vraiment le binôme médical et paramédical pour ce qui est de l'administration. Et je mets un deuxième point sur ce qui est la connaissance du montage du dispositif, justement pour protéger les personnels qui administrent, à savoir le choix du matériel. On a parlé de la valve à la demande, on a parlé du tuyau d'évacuation, on a vu quelques images aussi où il n'y a pas de tuyau d'évacuation. Donc là, on peut imaginer que les personnels à côté s'en prennent plein le nez, entre guillemets. Alors on est peut-être loin des 25 ppn, vu que là, on est en MEOPA et pas en proto pur, bien évidemment, et puis que les calculs sont à réviser en fonction du fait que ce soit un gaz mélangé. Mais également, je reviens sur le choix du matériel pour les personnes qui vont monter le dispositif. Je reviens sur le choix du masque au regard de la physionomie du patient. Il faut que le masque soit adapté, parce que s'il n'est pas adapté, eh bien forcément, il y aura des fuites à cet endroit-là. Et l'administrateur est quand même normalement à proximité du visage du patient. Ça, c'est une chose. Que ce soit le ballon de réserve avec la valve unidirectionnelle ou la valve à la demande ou même l'acutron en dentaire, il doit toujours être muni, même si ce n'est pas une obligation, c'est fortement recommandé, c'est le tuyau d'évacuation. Et après, où mettons ce tuyau d'évacuation? Là où sortiront donc les produits expirés, plus une partie donc du MEOPA qui a été pris de la bouteille, consommé, expiré, et expédié donc à l'extérieur. Donc où va-t-on mettre ce tuyau? On l'a vu, vous l'avez proposé aux fenêtres, mais il y a également la possibilité de le mettre à distance. Je l'ai vu sur les photos, donc éventuellement au niveau des bouches d'aération. C'est vrai que ça avait été, mais c'est un petit peu abracadabrant dans les hôpitaux, je veux dire, parce que je travaille à l'hôpital, mais éventuellement dans une pièce annexe qui est la salle de bain, où on peut mettre le tuyau au sol, parce que je vous rappelle que le protoxyde d'azote est plus lourd, donc il va déjà rester plus au sol, et donc à distance de l'administration. Hein. Donc le choix du masque, et cette valve à la demande, pareil, il faut le tuyau d'évacuation. Voilà. Et l'adaptation donc, du masque, ça c'est vraiment très très important, et l'accompagnement du patient. Voilà. D'autres remarques ou questions? Dernière petite question. Ah. Je crois qu'il y a une autre. Oui. Oui. Bonsoir. J'aurais deux questions pratiques, à savoir qu'est-ce qui vous a fait passer du kit MEOPA à la valve à la demande? Et la deuxième question, c'est quels arguments avez-vous donné à votre direction pour qu'elle vous équipe en valve à la demande? Merci. La première question, c'est assez simple, c'est que quand je vous ai raconté, j'avais été sollicitée par le médecin du travail et que j'ai vu ces chiffres qui avaient été faits bien avant mon arrivée, j'ai sollicité tout de suite Air Liquide pour leur dire ça va pas, ils veulent qu'on supprime le MEOPA, donc qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Et ils venaient d'avoir, ils avaient quand même un certain recul d'expérience sur la valve à la demande, donc c'est venu d'eux. Et c'est vrai que c'était assez séduisant, l'idée déjà de diminuer l'inhalation, ensuite d'avoir un tuyau d'évacuation qu'on peut disposer à distance, donc ça valait le coup de le tester, et comme on a été satisfait des résultats, on a lancé cet investissement. Et après, pour convaincre la direction, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Frédéric, c'est-à-dire qu'on leur a expliqué la balance bénéfice-risque, la balance coût-bénéfice. On avait un peu, mais il y a une étude plus récente je ne sais plus, quelle ville française, mais qui a fait cette fameuse Pontoise, je crois, qui a fait ce rapport médico-économique qui là est sorti il y a peu de temps et qui doit pouvoir vous servir pour convaincre les directions. Mais on avait déjà avec Air Liquide
des données sur les économies de consommation qu'on pouvait faire avec les valves à la demande. Et puis après, surtout, leur expliquer qu'on refusait, le CLUD refusait de supprimer totalement l'utilisation du MEOPA à partir du moment où on avait trouvé un moyen existant pour diminuer quasi au risque zéro l'exposition des personnels pour éviter un risque potentiel qui n'avait jamais vraiment été prouvé. Donc on a fait jouer la carte bénéfice-risque. Voilà. Est-ce que j'ai répondu suffisamment ? Alors moi je voudrais rajouter quelque chose. On a parlé de la sensibilisation et de la formation des professionnels, mais une place prépondérante aussi dans l'accompagnement, le compagnonnage auprès de nos collègues. Et pour le coup, les infirmières ressources douleurs, elles ont toute leur place, parce qu'on a beau avoir un apport scientifique, théorique, le passage à l'acte, à l'administration, n'est pas forcément aisé pour tous les soignants. Et vraiment, le compagnonnage, c'est quelque chose qui rassure beaucoup. Si vous permettez, juste pour compléter les propos du docteur Hussel, comment convaincre sa direction de l'usage, de l'utilisation de valves à la demande. Il y a l'obligation pour l'employeur, pour chaque employeur, d'assurer la santé et sécurité au travail. Donc, lorsqu'on a un dispositif qui est en capacité de diminuer la pollution dans l'air d'un agent chimique, c'est aussi un argument, et un argument fort. Je me permets juste de demander la différence de coût entre cette valve à la demande et le kit MEOPA classique. Est-ce qu'il y a une grosse différence à présenter aux directions ? Pour ma partie, je sais qu'au niveau de la valve à la demande, vous avez l'aspiration qui est directement au niveau du masque. Et donc après... au niveau du prix. Alors de mémoire, la valve à la demande est à 1 000 € l'unité, mais qui est vite amorti avec le nombre d'usages que l'on en fait. Et une valve à la demande est utilisable pendant 10 ans. Moi, c'est les dernières connaissances que j'avais. Voilà, 10 ans, quel que soit le nombre d'utilisations. Bien sûr, après, il y a de l'entretien à avoir. Il faut mettre des filtres antibactériens entre le masque, surtout en ce moment. De filtres antibactériens donc entre le masque et le dispositif valve à la demande. Et oui, donc autant d'utilisation sur les 10 ans. Par contre, c'est vrai que les classiques, c'est-à-dire avec le ballon de réserve, c'est un kit pour une administration. Voilà. Et on n'est pas on est dans 2 lignes budgétaires différentes, une ligne budgétaire investissement et pas consommation pour le coup en ce qui concerne le matériel. Et dernière petite question, je suis dans un établissement où au service d'urgence, le MEOPA est utilisé dans une pièce qui n'est pas ventilée et sans fenêtre. Il est utilisé plusieurs fois par jour, tous les jours. Que peut-on faire ? Est-ce que c'est un argument pour arrêter le MEOPA ? Alors si vous entrouvrez la porte et que vous mettez le tuyau d'évacuation vers le couloir qui lui est forcément ventilé par son volume, ça passe. C'est vraiment sûr. Oui, alors après, nous c'est notre expérience, justement l'INRS ne voulait pas publier nos chiffres parce que nos mesures n'avaient pas été à leur initiative, qu'on n'avait pas choisi le laboratoire qu'eux ont pris pour faire les dosages, etc. Donc je ne peux pas vous dire que c'est nos recommandations pour la France entière, en tout cas c'est notre expérience. Que quand on utilise le tuyau d'évacuation à travers une porte qui ouvre vers un volume suffisant, ça suffit évidemment que ça suffit pour protéger le personnel et ça suffit aussi pour protéger les personnels qui passent dans le couloir. Merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Daniel ? Écoutez, oui, sur la voie. Il n'y a pas de fenêtre du tout dans votre salle ? Oui, mais il y a aussi les ventilations. Je ne sais pas si il y a certains types de ventilation. On peut faire aussi des efforts au niveau des investissements de l'hôpital. Soit on change de pièce, là aussi, il faut. Dans la balance bénéfice-risque, en effet, il y a certes un risque modéré, à mon avis, voire très modeste,
hein. Mais je pense que déjà, mettre le tuyau dans le couloir, c'est évident que ça va diminuer au moins de 80% l'exposition des personnels. Voilà. Et sinon, il faut que l'hôpital investisse sur une ventilation, sur une, je sais pas, des fenêtres, ou changer de local. Et puis aérer, tout simplement. Aérer entre chaque administration, on peut aussi aérer, ouvrir les portes, et pour éviter qu'il y ait une éventuelle accumulation de produits. Voilà.